Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 201. Cette semaine, on va parler des nouvelles règles apparues via l'UCI, on parle aussi des actualités et bien sûr des résultats. Allez, on y va. Bien, l'Euro vient de démarrer, Max, et on va rester dans le thème du foot puisque les nouvelles règles de l'UCI intègrent un système de carton jaune. C'est le collectif Safer qui a été fondé en juin de l'année dernière dans le but, comme son nom l'indique, d'augmenter et de renforcer la sécurité des coureurs, qui a fait une série de propositions qui rentreront en vigueur pour une période test à partir du 1er août jusqu'à la fin de l'année et qui seront appliquées, si tout se passe bien, que la période d'essai concluante, à partir du 1er janvier de l'année prochaine. À noter que certaines de ces recommandations verront le jour dès le Tour de France, toujours pour une période d'essai. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment sur les cartons jaunes ? Oui, donc par exemple sur les cartons jaunes, c'est assez intéressant. Ils ont lancé les cartons jaunes, mais ils n'ont pas lancé les cartons rouges encore, mais dans les faits, c'est exactement pareil. En fait, c'est à partir donc, du 1er août jusqu'au 31 décembre où ils vont faire ce test de carton jaune, clairement, mais ils n'appliqueront pas les sanctions. En fait, ça sera uniquement pour test, et à partir, si c'est concluant, à partir du 1er janvier 2025, ils mettront ce système en place avec les sanctions, évidemment. Donc, pour les cartons jaunes, deux infractions lors d'une course d'un jour ou par étape, 2 infractions égale disqualification et suspension de 7 jours, ce qui est quand même assez important. C'est la grosse nouveauté par rapport. On pourrait déjà se faire disqualifier pour certaines choses, parfois même pas très logique. On a vu dans le week-end un coureur se faire déclasser parce qu'il est descendu en jouant un petit peu avec les règles sur la position super tuck, celle où on s'asseyait sur le tube horizontal du cadre. Et lui, il n'était pas assis sur le cadre, mais il était en équilibre avec juste un bout des fesses qui touchait la selle. Donc en soi, il était dans les règles, mais il s'est quand même fait disqualifier immédiatement. On n'a pas d'image sous le coude. Mais voilà, donc la grosse différence, c'est qu'avec la règle des cartons jaunes, pour une même infraction, il aurait été disqualifié de la course, mais aussi suspendu 7 jours. Mais c'est ça. Et puis l'accumulation de 2 erreurs aussi, de 2 fautes, contraint déjà à la disqualification et une suspension de 7 jours. Ensuite, sur une période de 30 jours, ça commence à être intéressant, notamment au niveau des classiques, admettons, où il y a beaucoup de courses qui s'enchaînent, ou sur un grand tour, admettons. 3 cartons jaunes égale suspension de 14 jours. Donc admettons si c'est sur 3 courses différentes, pas de disqualification directe, mais 14 jours de suspension juste après avoir réceptionné le dernier carton. Et 6 cartons dans l'année égale 30 jours de suspension. C'est un peu juste ça, je trouve. Parce que si seulement 30 jours après le dernier carton, admettons c'est sur la dernière course de l'année, 30 jours de suspension pendant la période d'intersaison, bon, ça sert pas à grand chose. Oui, puis on a des leaders qui courent pas pendant les périodes de 30 jours parfois. 6 cartons, c'est beaucoup, il faut avoir commis beaucoup de fautes. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre pour ce point-là à des sanctions plus sévères, une suspension plus longue. Après, moi je trouve le principe vraiment bien. Ce qui est bien, c'est que des petites fautes qui du coup finalement avaient très peu d'impact, c'était souvent des amendes ou des points UCI. La plupart des coureurs, les amendes sont payées par les équipes. Et la plupart des coureurs ne comptent pas leurs points UCI, et quand on est sur des grosses formations qui n'ont pas besoin de points pour la fin de l'année pour être dans le World Tour, ce qui concerne l'immense majorité des équipes pour le Tour, et aussi des équipes qui n'envisagent pas le World Tour, donc finalement il n'y a que celles qui sont à cheval entre les deux et qui peuvent vraiment compter les points UCI. La sanction, c'est là, tu as fait une faute, tu as des points UCI et 500 francs suisses d'amende, c'est bien, mais finalement le coureur il dit super, mais il s'en fout. Alors que là, il est vraiment impacté lui directement, et surtout sur des fautes mineures qui du coup là vont devoir être prises en compte. Ces fautes-là, ça peut être un jet de déchets par exemple. Jusque-là, ça peut être une amende à l'équipe si le coureur n'était pas identifié. Et bien là, il peut y avoir un carton jaune si le coureur est identifié, un jet de déchets, on ne pourra pas dire c'est pas grave, c'est qu'une amende. Non, là il y a une vraie sanction, et 6 jets de déchets à l'année, pour certains coureurs qui font pas gaffe, ça peut aller vite. Alors il faut qu'ils soient identifiés à chaque fois, mais en vrai c'est possible. La grosse nouveauté aussi, c'est que cette règle de carton s'applique à tous les acteurs de la course. Exactement. Pilotes, mécanos qui sortent la tête, le corps du véhicule, ou qui roulent la porte ouverte pour commencer à décrocher le vélo de la galerie, etc. Ça, ce sera vraiment plus possible. Et du coup, il y aura des sanctions. Les pilotes de voitures invités, commissaires, les pilotes de moto, les coureurs évidemment, mais voilà, c'est vraiment l'intégralité des coureurs. D'ailleurs, Patrick Lefebvre a dit que le premier carton jaune serait peut-être pour l'UCI elle-même,
Évidemment, c'est une pique dont on Ouais, a la l'habitude. pique facile. Ouais, c'était facile, mais c'était rigolo quand même. Mais voilà, je trouve que c'est bien de prendre en compte sur des périodes longues, ça incite à l'exemplarité tout le temps, Exactement. y compris pour des fautes moins graves, parce que évidemment, disqualifier un coureur qui aurait, balancé un autre coureur, ça paraît évident, mais là, il y a des fautes qui sont embêtantes, qui ne devraient pas avoir le jour, qui vont être sanctionnées, qui peuvent être sanctionnées. Comme un coureur qui fait tomber un autre coureur, par exemple. Oui, oui, carrément. Qui peut être quelqu'un qui fait beaucoup d'écart. Admettons sur des sprints aussi, un sprinter qui fait beaucoup d'écart, bon, bien sûr, il a ses amendes et potentiellement des disqualifications, j'arrive pas à le dire, ce mot. Non, et ça peut être très intéressant d'avoir ce système qui risque peut-être, possiblement un peu de brider et de permettre aux coureurs de rouler plus proprement. On espère que ça va inciter, y compris les fautes moins graves, parce que tu disais faire tomber un autre coureur dans le sprint, c'était quand même souvent sanctionné déjà. Mais là, quand on hésite entre sanction ou pas sanction, déjà on pourra mettre le carton. Voilà. Et du coup, si ça fait 2-3 sprints qu'on hésite sanction ou pas sanction et qu'on met le carton, si on est tout le temps borderline, à un moment donné, ce sera sanctionné. Et ce sera aussi, donc je disais, sur les fautes un peu moins graves sur le moment, mais qui, quand elles s'accumulent, c'est pénible. C'est ça qui est bien. Et peut-être, j'espère moi que ça va équilibrer entre les équipes peut-être plus modestes qui font un peu plus attention aux amendes et surtout qui font plus attention à leur comportement, tout simplement, sans parler de budget. Et des équipes qui prenaient un peu ça de haut en payant, facile. Voilà, un peu négligemment, en prenant les sanctions un petit peu de haut. Là, en fait, monnaie, pas monnaie, intégrité, pas intégrité, on va être tout le monde sera obligé de s'y mettre et de faire gaffe. Et à tous les échelons, ça aussi, c'est l'autre nouveauté importante, c'est-à-dire qu'y compris les DS mécano assistants, un assistant qui ravitaille trop proche d'un sprint intermédiaire, à gauche, en dehors des zones réglementées, on envoie des assistants qui créent des dangers. Accidents, il y en a, mais en tout cas des dangers. Là, tout le monde va devoir faire gaffe. Mais c'est très très bien, et puis une suspension se fait toujours mal. Deuxième règle aussi qui là va faire plaisir à énormément de personnes, étant donné qu'on arrive sur un sujet qui est très polémique, c'est la restriction du port de l'utilisation des écouteurs en course. Les fameuses oreillettes. Oui, c'est pas pour ta musique. C'est pas les écouteurs pour la musique. Ouais, c'est toujours intéressant. Mais c'est interdit, les écouteurs, quand t'es pas en course. C'est ça. Donc, alors, ce sera sur certaines courses seulement. Alors l'UCI reprend un peu ce qui se fait en France finalement. Il y a certaines courses où ils vont réglementer le port des oreillettes, voire l'interdire. Et aussi mettre seulement 2 coureurs par équipe. Oui, sont encore en étude de comment... La meilleure solution. Ouais, la meilleure solution à trouver pour pouvoir limiter l'utilisation et vraiment gérer la chose pour éviter de créer plus de panique et de danger comme on a pu le constater depuis quelques années. Moi, je reste sceptique sur cette interdiction des oreillettes. J'ai jamais vu quelqu'un tomber parce qu'il parlait à l'oreillette. J'ai vu des gens tomber pour d'autres choses, parce qu'ils se retournaient voir ce qui se passe, parce qu'ils n'avaient pas d'infos, ça oui. Mais par contre, j'ai jamais vu quelqu'un prendre l'oreillette et se casser la gueule. Donc je suis assez sceptique, je suis pas du tout anti-oreillette, au contraire. Moi je pense qu'on devrait même les mettre plutôt chez les plus jeunes, chez les amateurs, pour apprendre à s'en servir. Et pour apprendre le fonctionnement d'un peloton, parce que quand on a le DS qui tout de suite peut corriger une erreur tactique, une erreur technique, on progresse plus vite, et si on progresse plus vite et qu'on a un meilleur cycliste, on est moins en danger derrière, en sachant que l'argument tout le monde a la même info dans l'oreillette et du coup tout le monde fait la même chose au même moment, c'est ça qu'on dit, il y a un passage qui arrive qui va être dangereux. Attention, replacez-vous. C'est ça, tous les DS vont dire la même chose au même moment, tout le monde se replace et en fait le danger est décuplé. En fait, cette info, on l'a sur le compteur, on l'a au briefing, on l'a dans la tête, on l'a parce qu'il y a des panneaux qui nous l'indiquent, on l'a parce qu'on voit le comportement des autres qui sont au courant. On peut le marquer sur la potence, on a des papiers de potence pour le profil, pour la nutrition, mais aussi on peut tout à fait mettre une zone de danger, une zone de vent, etc. Donc on aura l'info en fait. Et priver le coureur, celui qui n'aurait pas l'info parce que il s'est loupé, priver le coureur d'une info comme quoi il y a un danger qui va arriver, je suis pas sûr que ce soit finalement mieux. C'est-à-dire que tout le monde aura l'info et ceux qui l'ont pas, ils vont pas avoir l'info d'un danger. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. En fait, pour les informations, je suis complètement d'accord avec toi parce que regarder son compteur à haute vitesse, regarder son papier écrit sur la potence, moi, j'ai pas l'habitude de le faire. Le peu de fois que j'ai fait, c'est quand même assez dangereux, surtout au milieu d'un peloton et tout ça. Bon, ok, ça c'est une chose. Du coup, pour la sécurité, je suis complètement d'accord. Pour les zones de danger annoncées au briefing et tout, complètement d'accord. Là, ce qu'on reproche aux oreillettes, je pense, c'est surtout de mettre la pression sur les coureurs. Est-ce que sur un championnat du monde sans oreillettes,
les coureurs ont moins de pression? Je pense pas. À quel point ça influence la façon de courir les coureurs? C'est là où doit peut-être pour moi se poser la question. Je sais pas. Il y a un amalgame entre les oreillettes du côté tactique qu'on pense tuer la course et l'aspect sécurité. Honnêtement, moi je pense pas que l'oreillette soit un réel danger, au contraire. Parce que tu parlais du championnat du monde, c'est une course en circuit, donc en fait on connaît les points de danger. Et une course en circuit décuple la tension. Et du coup, finalement, on en revient toujours au même problème, qu'il y a un danger et un peloton qui est tendu. Et voilà, le problème, c'est plus, et les autres règles qui ont été proposées par Safer vont dans ce sens-là, c'est plus les infrastructures et les zones de danger le problème, que de savoir qu'elles sont là ou pas. Oui. Changeons de parcours. Peut-être que parfois, il n'y a pas besoin de prendre l'ascension dont la descente est dangereuse. Peut-être que même si on aime arriver en centre-ville, quand c'est pas possible parce que la ville ne le permet pas, il ne faut pas le faire. Ou que le centre-ville est en descente. Que le centre-ville est en descente, exactement. En fait, tout ça me semble beaucoup plus dangereux que le fait de parler à l'oreillette ou d'avoir une info. Après, l'idée d'avoir 2 coureurs par équipe, pourquoi pas. Comment choisir les coureurs? Au final, si c'est les 2 leaders, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Bon, à voir, de toute façon, on a dit c'est un essai. À voir, ça va être un test. Ils vont faire évoluer la chose. Ils vont donner un calendrier sur lequel ils expérimenteront ça. C'est intéressant. Ça a le mérite en tout cas d'essayer des choses et voilà, moi je vois pas forcément le principe, mais si ça marche et que ça améliore la sécurité des coureurs, on ne demande pas mieux. Tant mieux. Autre règle qui, elle, va être appliquée sur les routes du Tour de France, qui commence dans à peine 15 jours. Modification de la règle dite des 3 km ou zone de sprint. Toi, tu t'es renseigné sur le... Oui, alors en fait, c'est des règles qui existent déjà. La règle des 3 km, il me semble, c'est depuis 2005 ou quelque chose comme ça, qui dit que lorsque l'on passe le panneau arrivé 3 km, tous les coureurs seront classés dans le même temps s'ils ont un incident mécanique. Je reprends la chose à l'envers. S'il y a un peloton, par exemple, et qu'il y a une chute dans les 3 derniers kilomètres, tous les coureurs qui étaient présents dans le peloton à cette ligne-là seront classés dans le temps du peloton. Ça, en fait, cette règle, voilà, on a l'habitude, c'est classique. Ce qui va changer, c'est qu'elle pourra être étendue à 5 km. Lorsque justement, là on le disait, les villes sont... le final est en centre-ville et que la ville, l'approche est délicate, ça pourrait être étendu à 5 km de manière plus facile avec une concertation avant le départ. Donc ça déjà c'est bien, ça permet de pouvoir se relever ou en tout cas d'être un petit peu moins à l'avant. Quand on voit les sprinters qui luttent avec les coureurs du classement général pour les premières positions à l'approche des 3 derniers kilomètres, là ça pourra se faire un peu plus tôt, donc potentiellement sur des routes plus larges. Et ensuite les coureurs du général ont l'habitude de laisser un petit peu la place entre guillemets aux coureurs du sprint. Les coureurs qui n'utilisent ni le général ni le sprint, les équipiers qui ont fait leur travail en général se relèvent. Et tout ça pourra se faire sur des routes plus larges avant d'entrer dans les zones vraiment de danger quand c'est adéquat, notamment pour les arrivées au sprint. Et ensuite, il y a une simplification des méthodes de calcul parce que dans la même idée, pour éviter que les coureurs du général se mêlent à la bagarre avec les sprinters et qu'on ait trop de coureurs qui cherchent à être dans les 10 premiers du peloton, il y a la règle de la cassure, c'est-à-dire qu'on avait le droit sur les étapes de sprint jusqu'à 3 secondes, c'est-à-dire qu'on est classé dans le même temps que le coureur devant nous s'il y a moins de 3 secondes d'écart. Oui. Cette règle était valable que pour les étapes de plaine et que pour le groupe principal. Elle va être étendue à tous les groupes, donc si par exemple il y a plusieurs bordures, plusieurs pelotons, etc., et à plus d'étapes. Donc en fait c'est des règles qui ont fait leurs preuves sur la sécurité, mais qui sont étendues pour être plus adaptées au parcours le jour même, pas seulement à étape de plaine, étape de montagne, mais aussi à la ville elle-même et à tous les groupes pour éviter que les problèmes qu'on cherchait à éviter dans le peloton se répercutent sur des pelotons secondaires. Bon, c'est intéressant, c'est des pistes, c'est bien que ce comité Safer, je ne savais pas le dire, ce matin, avec tous les différents acteurs prennent position et essaient de faire évoluer les choses. On a eu des gros accidents cette année, comme l'an dernier, et voilà, c'est pas des choses qui sont plaisantes, on est avant tout là pour le sport. C'est ça, non, c'est une bonne chose. Donc si on résume, l'installation de cartons jaunes pour des sanctions déjà existantes, l'installation de cartons jaunes pour des fautes déjà existantes, étendue à tous les acteurs, restriction du port d'oreillette, méthode à encore affiner, modification de la règle des 3 km et amplification et augmentation de cette zone et simplification des calculs et de la règle de la cassure. Voilà, pas mal. Écoute, on espère que ça va porter ses fruits parce qu'on en a marre de voir des courses mais aussi des saisons tronquées par les chutes des uns ou des autres. Exactement. Donc maintenant qu'on a fait un point, on va pouvoir passer aux nouveautés de la semaine. Pour commencer cette série nouveautés, on va parler du nouveau vélo d'entraînement Zwift qui est sorti cette semaine.
C'est assez intéressant. En fait, ce sont les premiers à sortir un vélo avec ce concept-là. C'est donc un vélo connecté trainer, un vélo sur home trainer en fait. Et c'est justement ça la différence avec les autres vélos d'entraînement de ce type. C'est que là, Zwift, ils ont créé un vélo qui s'accouple à un home trainer classique. Donc en gros, vous pouvez avoir ça chez vous et si vous ne voulez pas rouler avec ce vélo d'appartement, on va dire, que vous voulez installer le vôtre dessus le home trainer, en fait c'est tout à fait faisable. Donc ça peut être pratique lorsqu'on a un seul vélo sur lequel on ne veut pas mettre de la transpiration dessus, qu'on ne veut pas l'utiliser sur le home trainer. Si on veut faciliter l'installation du setup, si on est plusieurs à utiliser le vélo, il y a des réglages qui sont hyper faciles. En fait, ils ont directement intégré une clé dans le cadre, la petite clé orange, et en fait, on connaît ces mesures, on peut le changer, ça l'est hyper facilement. En fait, c'est ni plus ni moins qu'on a des vélos de chrono, des vélos de gravel, des vélos de VTT. Bah là, on a un vélo de home trainer. Il est 100% étudié pour la pratique du home trainer. On est nombreux à passer pas mal de temps sur le home trainer, que ce soit pour faire des exercices, que ce soit pour rouler quand il fait nuit, pour rouler en sécurité, pas sur la route tout simplement. Comme tu disais, on peut partager un vélo, ça c'est intéressant. On peut aussi compléter un équipement. Si on a déjà un home trainer et qu'on voudrait un setup qui bouge pas, on n'est pas obligé d'acheter un vélo home trainer comme un Wahoo, etc. On peut acheter le Zwift, qui fait un peu un entre-deux finalement. Du coup, le tarif est plus avantageux que des vélos complets. Bien sûr. Voilà. Et puis ça met l'accent sur l'ergonomie et sur la spécificité du home trainer. C'est un vélo qui sera pas sensible à la transpiration, qu'on n'a pas peur d'abîmer, qui sera toujours prêt à l'usage, qui est tout simplement pas de purge, pas de soucis dans les descentes sur Zwift. Voilà. En tout cas, c'est vraiment l'ergonomie et la spécificité home trainer qui est mise en avant et qui est bien sûr réussie. Ils ont pris le temps pour le développer et pour le sortir, mais du coup, on est sur un produit qui est tout à fait abouti. Et puis sur un prix qui est finalement quand même assez correct, c'est 1299 €. Quand on voit ce qui se fait chez la concurrence, on est souvent aux alentours des 3000 €, donc c'est intéressant. Et ce prix de 1299 €, c'est ça ? Ouais. Inclut non seulement le vélo Zwift, mais aussi le home trainer. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'à ce prix-là, on a un setup complet, vélo compris et home trainer compris. Donc c'est le prix d'un home trainer très haut de gamme, c'est le prix d'un vélo très entrée de gamme. Et en fait, on a un setup dédié vraiment au sport d'intérieur, au vélo d'intérieur, qui est ergonomique, qui résiste du coup à ces contraintes-là, pour le prix soit d'un home trainer, soit d'une paire de roues. Et en fait, on a les deux compris, home trainer vélo, fait pour. Donc c'est carrément avantageux pour ceux qui pratiqueraient beaucoup le home trainer, ce qui peut être quand même très pratique pour être en sécurité, au chaud, rouler quand on veut. Voilà, un setup qui est prêt à l'emploi. Et qui est fait pour. Très très intéressant. Et un petit détail sur le home trainer, donc c'est le Wahoo Kicker Core qu'ils utilisent en complément. Et donc ce Wahoo home trainer a un seul pignon. C'est celui avec le changement de vitesse électronique. Bon, bien sûr, là avec le vélo tout est connecté, c'est hyper facile. Mais je pensais que ce home trainer fonctionnait uniquement avec un abonnement Zwift, ce qui contraignait obligatoirement à prendre cet abonnement tous les mois. Mais en fait, il fonctionne avec toutes les plateformes. Ça, c'est assez intéressant. Donc, ce vélo sera compatible sur les autres plateformes en ligne et aussi avec une application Wahoo qui permet de gérer la difficulté et la force de résistance et les vitesses depuis son téléphone sans abonnement. Donc là, du coup, on en revient sur un système qui est électronique, mais qui est très facile à utiliser. Fonctionne comme n'importe quel home trainer connecté, avec l'option en plus d'avoir Zwift ou pas, une plateforme ou pas, et surtout un vélo. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Autre nouveauté cette semaine, là c'est une info qui n'a pas dû faire plaisir à beaucoup de personnes, mais qui malheureusement on est obligé de subir. C'est la semaine prochaine, il y a l'étape du Tour. Donc c'est l'étape du Tour, ça rassemble 16 000 personnes chaque année, ce qui est c'est monstrueux. Et avec le climat politique et le calendrier politique avec les français, législatives, ouais. Voilà, ils ont dû décaler la course d'un jour, donc de la passer du dimanche au samedi. Oui, ça met beaucoup de monde dans l'embarras. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, il faut se rendre compte que pour 16 000 personnes, la logistique est énorme.
que tout le monde a réservé déjà pris ses jours de congé bien souvent, et réservé ses billets, ses logements, et que c'est pas forcément possible de décaler, et c'est nécessaire de décaler parce que tout ce qui est remise de dossards, organisation, etc. se fait la veille. Et du coup non plus le samedi mais le vendredi. Donc tous ceux qui avaient prévu d'arriver le samedi en journée, c'est pas possible. Même si ils auraient pu arriver peut-être le samedi pour la course, ils pourront probablement pas arriver le vendredi pour récupérer les dossards, etc. Ils ont augmenté la plage horaire. La plage horaire, jusqu'à minuit, je crois, le vendredi. Le problème, c'est pas tant la plage horaire que le jour même. Quand on a un billet d'avion qui est pris, il faut qu'il y ait un vol disponible ou un train disponible. Voilà. Les chambres d'hôtel. Du coup, c'est très compliqué. Ce qui a été reproché aussi aux organisateurs, c'est le manque d'informations et aussi de dédommagement, de choses comme ça pour ceux qui devraient annuler. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, en tout cas, prévu de dossard pour l'an prochain ou de remboursement d'une partie des frais, etc. C'est aussi ça qui a été un petit peu reproché. Nous, on est embêtés, on a discuté entre nous et en fait, on comprend les deux. On comprend les coureurs qui sont énervés, l'étape du tour, ça se prépare, que ce soit logistiquement ou physiquement. Et un décalage comme ça de dernière minute, c'est vraiment très compliqué à gérer, d'autant plus pour les étrangers qui, pour le coup, sont vraiment subissent ils sont vraiment coincés, l'actualité française et qui viennent en plus de plus loin. Et d'un autre côté, on comprend les organisateurs qui n'y peuvent rien du tout, à qui ça tombe pareil. En fait, tout le monde est victime d'une situation. Personne n'est responsable de ça et ça crée des quiproquos et de l'embarras pour beaucoup de monde, organisateurs comme coureurs. Voilà. Bon, c'est bien dommage. Une nouveauté plus intéressante et plus réjouissante. Plus réjouissante en tout cas. C'est un secret de Polichinelle puisque le vélo avait été utilisé et homologué à l'occasion des championnats du monde sur piste l'année dernière à Glasgow. C'est le nouveau P24 pour Paris 2024, le vélo Look qu'utiliseront les coureurs de l'équipe de France olympique à Paris et d'autres nations parce que Look et Corima sponsorisent beaucoup de nations, qui a été officiellement dévoilé avec pour le coup un vélo complètement révolutionnaire qui s'inspire, en tout cas l'esprit est le même que le vélo Lotus des Anglais. Et il y a plusieurs nations qui ont récupéré cet esprit-là. Les Japonais notamment ont fait un travail incroyable dans le même esprit, donc avec une fourche surdimensionnée, des haubans surdimensionnés. L'idée là-dedans, c'est notamment pour les épreuves par équipe de créer une bulle qui comporte non pas un seul coureur, mais toute l'équipe, de vraiment écarter le flux d'air pour que toute l'équipe soit à l'abri et ça prend en compte les jambes du coureur en fait pour faire quelque chose de très aéro. Soit on va sur quelque chose de très très fin avec tout qui est très très proche, c'est un peu à l'image du Pinarello de Filippo Ganna par exemple, soit on fait à l'inverse quelque chose de très très large qui va laisser l'air un petit peu vivre et le guider vers l'extérieur. Donc c'est la stratégie qui a été prise par Look, notamment, donc, comme je le disais, pour les épreuves par équipe. Donc on a vu, c'est un vélo qui a déjà été pas mal utilisé en compétition, qui, des dires des coureurs, est vraiment révolutionnaire aussi dans son pilotage et dans ses caractéristiques et qui du coup nécessite un petit peu d'adaptation, mais ça fait plusieurs mois que les coureurs roulent avec. Et ce qui est sûr, c'est que c'est du sacré boulot qui a été réalisé par la firme française en collaboration avec la Fédération française de cyclisme. C'est ça. Bon, on a hâte de récupérer toutes les médailles grâce à ce vélo. Voilà. Les gains annoncés par la marque, évidemment, sont colossaux. On ne sait pas par rapport à quoi ils seront annoncés. C'est pour ça qu'on ne vous les présentera pas. Mais en tout cas, c'est un très très beau vélo français, monsieur, et qu'on a hâte de voir briller aux Jeux Olympiques. C'est très bien. Maintenant, on continue, on va passer aux résultats. Ce week-end s'est terminé le Tour de Suisse homme avec une domination de l'équipe UAE puisque Adam Yates a remporté le classement général devant son coéquipier Almeida. Skelmoje de Lidl Trek complète le podium. On a vu un brillant Brian Coquard remporter la deuxième étape, sa deuxième victoire World Tour et la plus belle victoire de sa carrière avec la manière. Lenny Martinez nous a fait un petit peu peur, il a été un peu en dents de scie sur ce Tour de Suisse mais il finit sur une bonne note avec une belle 6ème place sur le classement du contre-la-montre final. Chez les femmes, Vollering est à 2 sur 2 pour l'instant. Elle a remporté les 2 premières étapes avec notamment le chrono. Il reste encore 2 étapes. Juliette Labou, la française de l'équipe DSM, est en embuscade à la 5e place du général. J'enchaîne sur ma statistique puisqu'elle est liée. Et oui, 4 sur 8. L'UAE a gagné 4 étapes sur 8 sur ce Tour de Suisse. 2 pour Yates, 2 pour Almeida. Maillot jaune, maillot à pois, maillot vert pour Yates. Classement par équipe évidemment. Seul Skelmoje remporte le maillot blanc parce qu'ils tout simplement ils n'ont pas de coureurs qui concourent pour le maillot blanc de meilleurs jeunes. Donc c'est vraiment une archi-domination de UAE. C'est assez impressionnant en soi, mais c'est aussi impressionnant en vue du Tour de France. On annonce une équipe, si tout le monde est en forme, autour de Tadej Pogačar, absolument monstrueuse.
sans doute l'une des plus fortes équipes qu'on ait vues au départ d'un Tour de France depuis bien longtemps. Oui. Si le collectif a pu être le point faible de UAE il y a quelques saisons, c'est clairement plus du tout le cas puisqu'on est à peut-être 3 ou 4 candidats au podium dans la même équipe et tous au service d'un seul homme. Ça promet des gros duels entre gros collectifs pour juillet. En espérant que les autres équipes arrivent en forme, surtout, parce que sinon... Toujours des grosses interrogations, notamment du côté de la Visma Lease a Bike, et est-ce que la Soudal Quick-Step de Evenepoel sera collectivement au niveau. Ça va être très dur de rivaliser avec UAE, mais voilà, on a hâte de voir ça, et s'ils sont calibrés pour le Tour de France. On passe à l'activité Strava de la semaine. Exactement, l'activité Strava du club GCN en français de la semaine, c'est Paul Pruvot qui a fait la Luchon-Bayonne. C'est une cyclosportive de 312 km qui est monstrueuse. Et en fait, elle reprend le parcours, goudronné maintenant, mais de l'étape des Assassins du Tour 1910. Donc c'est 312 km, 6005 de dénivelé. Et c'était ce week-end, ça faisait quelques années que la course n'avait pas eu lieu pour diverses raisons. Là, c'était une bonne chose de la voir revenir sur les routes et puis avec une belle arrivée à Bayonne. Donc félicitations à Paul qui a réussi à faire 312 km de course. Donc, quand même une belle boucle. Ouais. Et on en profitera, tu as le maximum de dénivelé du club Strava de la semaine. Oui. Avec combien 14 000 14 000, 13 008 sur une sortie, j'avais peut-être fait 1000 avant, donc 15 000 peut-être. Tu as établi donc le record du nombre de montées d'Arsamendi. En 24 heures, Arsamendi c'est une montée, la montée mythique du Pays Basque français peut-être. Ça s'appelle, son surnom c'est l'enfer basque. Voilà, donc tu as passé 24 heures aux enfers, mais plus sous la pluie que sous la chaleur. Et voilà, pour fixer, il y a donc 14 ascensions en 24 heures et 14 000 mètres de dénivelé. C'est ça. Et bon courage à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Je les invite à le faire et je viendrai les accompagner, évidemment. Donc là, c'est fini pour ce show. Par contre, cette semaine, toi, tu vas avoir du boulot. Tu as le championnat de France de contre-la-montre. J'espère qu'on va pouvoir te voir à la télé. Moi, je vais regarder ça de très très près. Ce sera jeudi pour le contre-la-montre, c'est le même jour. Évidemment, on court avec les professionnels. Il y aura aussi les femmes. Et sur le week-end, il y aura la course en ligne femmes et hommes. Ça se déroule du côté de Saint-Martin-de-Landelle en Normandie. Moi, j'ai hâte d'être à mardi prochain. Bon, dans tous les cas, je vous dis bonne semaine pour cette semaine de vidéo GCN. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Allez, roulez bien. Ciao.